Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'est lors d'une de ces rares journées d'été anglaises, chaudes mais pas oppressantes, lumineuses mais pas criardes, qu'Hercule Poirot et moi sommes arrivés au manoir Marchemont. Je me souviens avoir remarqué la sérénité du paysage, les haies taillées, les vastes pelouses et la façon dont le soleil filtrait à travers les chênes, projetant de longues ombres dorées sur l'allée de gravier. Bien entendu, mon compagnon n'est pas du tout impressionné. « Trop d'abeilles, Hastings », marmonna-t-il, en frappant l'air avec son mouchoir. « Et l'herbe, c'est trop vert, une couleur étrangement saine, à mon avis. La nature, elle cache ses dangers sous la beauté, n'est-ce pas ?» Nous étions les invités du colonel Archibald Marchmont, un homme que j'avais connu pendant mon séjour en Inde, grand, à moustache grise, et qui ressemblait en tout point à un officier anglais traditionnel. Il s'était retiré il y a des années, dans ce majestueux manoir de campagne, et même si nous avions correspondu de temps en temps, c'était la première fois que je le voyais depuis une décennie. Marchmont nous accueillit, à l'entrée d'une poignée de main ferme et d'une voix retentissante. « Au diable, Hastings, c'est bon de vous revoir. Et ce doit être le célèbre Monsieur Poirot. J'ai beaucoup entendu parler de vous, rien de tout cela n'est crédible. » Poirot sourit poliment. « C'est souvent le cas, mon colonel, avec les légendes. » Le manoir avait tous les atours attendus. Des portraits ancestraux, des boiseries en acajou et une odeur faible mais indubitable de vieux cigares et de vieux secrets. Madame Danvers, la gouvernante, pas, je vous l'assure, celle de Rebecca, nous a montré nos chambres tandis que Marchmont promettait du cognac et des cigares sur la terrasse. C'était un cadre paisible, trop paisible peut-être. Comme Poirot me l'a dit un jour, les histoires les plus dangereuses, mon ami, commencent par l'illusion de la tranquillité. Et en déballant ma valise, je n'avais aucune raison de soupçonner que d'ici quelques jours, cette maison allait être le théâtre d'un chantage, de secrets enfouis, et d'un meurtre qui avait attendu 10 ans pour que justice soit rendue. Le dîner était servi dans la longue salle à manger, éclairée aux chandelles, du linge blanc, de l'argent poli, et le genre de roast-beef que seul un cuisinier, qui a passé 40 ans à perfectionner, peut réaliser. La table était modestement mise pour 6 personnes, le colonel Marchmont en tête, Hélène Marchmont, sa belle-fille, le docteur Whitcomb, le médecin local, Miss Lane, la compagne, Poirot et moi-même. La conversation était agréable, bien que sans incident. Hélène parlait des événements caritatifs locaux avec une certaine sécheresse. Miss Lane ne contribuait guère, sauf un sourire timide, et le médecin semblait plus intéressé par son vin que par les bavardages. C'est au milieu du dessert que Marchmont dit soudain « J'ai reçu ce matin une lettre assez particulière. Je voulais en parler plus tôt, mais elle m'est sortie de l'esprit. » Il sortit une feuille de papier, pliée de sa veste, et la posa sur la table. Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Une lettre d'intérêt, colonel ?» Marchmont rit. « Je vous laisse décider. Ici, jetez un œil. » Il passa le papier à Poirot, qui l'examina avec délicatesse comme s'il s'agissait d'un œuf de Fabergé. L'écriture était irrégulière, inclinée et tremblante. L'encre avait légèrement coulé sur le papier bon marché. Poirot lut à haute voix. « Une justice retardée n'est pas une justice refusée. Il mourra comme il l'a fait mourir. Après 10 ans, le moment est venu. » Un petit silence suivit. Les flammes des bougies semblaient vaciller en réponse. Le docteur Whitcomb
et mit un ton bourru. « C'est absurde, certains sont excentriques. » Hélène se pencha en arrière sur sa chaise, son expression illisible. « C'est tout ce qu'il dit ?»« C'est tout, » répondit Marchemont. « Pas de nom, pas de signature, pas d'adresse de retour, juste ça. » J'ai ri nerveusement. On dirait le début d'un roman gothique. Poirot, cependant, ne souriait pas. « Colonel, puis-je garder cette lettre pendant un moment ?» demanda-t-il en le pliant soigneusement. « Bien sûr, » a déclaré Marchemont, « mais ne me dis pas que tu prends ça au sérieux. » Poirot ne répondit pas immédiatement. Il étudia à nouveau le papier, puis le plaça délicatement dans sa poche. Il ne faut jamais écarter une lettre simplement parce qu'elle manque de nom. Parfois, ce sont ceux qui restent cachés qui parlent le plus fort. Ce soir-là, après que les autres se soient levés, Poirot et moi nous sommes assis dans la bibliothèque qui sentait bon le tabac à pipe et les vieux livres. Il avait posé la mystérieuse lettre sur la table d'appoint et la contemplait comme s'il s'agissait d'une relique de l'Égypte ancienne. « Je n'aime pas ça, Hastings, » murmura-t-il. « Non, pas du tout. Viens maintenant, Poirot. » dis-je en m'installant dans le fauteuil en cuir avec un cognac. Il s'agit clairement d'un canular dramatique. Un fou du village, peut-être. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Poirot secoua la tête. Non, mon ami, le choix des mots. Une justice retardée n'est pas une justice refusée. Ce n'est pas le cri d'un fou, c'est le langage de quelqu'un qui croit qu'il lui faut rendre des comptes. J'ai siroté mon verre. Mais 10 ans, qu'est-ce qui aurait pu se passer ici il y a 10 ans? Poirot tourna son regard vers le portrait, au-dessus de la cheminée. Une peinture d'une femme saisissante, en robe édouardienne, le visage composé mais triste. « Lady Evelyn Marchemont », dit doucement Poirot, la défunte épouse du colonel, décédée il y a 10 ans dans cette maison. J'ai cligné des yeux. Oui, je me souviens de quelque chose à ce sujet. Une chute dans l'escalier, n'est-ce pas? Oui, un accident, a-t-on dit. Mais on se demande, est-il possible que quelqu'un n'y ait pas cru? Quelqu'un qui a attendu, en silence, en attendant son heure. Vous pensez que cette lettre fait référence à elle? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se leva et marcha lentement vers le foyer, croisant les mains derrière le dos. « Il y a des meurtres qui crient, » dit-il enfin, « et il y a des meurtres qui chuchotent. La différence, Hastings, réside uniquement dans la patience du tueur. » J'ai ressenti un frisson, malgré la chaleur du feu. Dehors, une horloge sonna 10 fois. Poirot s'est détourné du feu et m'a fait son curieux petit sourire. « Voyons, mon ami, si cette maison ne contient que des souvenirs, ou toute autre chose. » Je me suis réveillé le lendemain matin au son du chant des oiseaux et du faible carillon de la cloche du petit déjeuner. L'atmosphère était en surface inchangée. La même douce brise à travers les rideaux, le parfum des roses s'échappant du jardin en contrebas. Mais alors que je descendais l'escalier pour rejoindre Poirot dans la salle à manger, j'ai senti un changement. Quelque chose était plus lourd dans l'air. Madame Danvers, habituellement calme jusqu'au granit, parut légèrement perturbée lorsqu'elle tendit une enveloppe à Poirot. « Cela vient d'arriver par la poste, monsieur. Pas de nom, juste, laissé à la porte d'entrée. » Poirot le prit doucement et, sans un mot, l'ouvrit avec son couteau à fruits en argent. Ses yeux parcoururent la page et un froncement de sourcils s'installa sur son front. Légèrement d'abord, puis avec poids. Il me l'a remis. 20 avril, la vérité le trouvera. C'était tout. Rien de plus, aucune explication, aucune signature. J'ai avalé. C'est dans 4 jours. Juste ainsi, Hastings, répondit Poirot, remettant le message dans son enveloppe avec un soin délibéré.
Il semblerait que notre mystérieux correspondant ait un calendrier. Ce n'est jamais bon signe. Croyez-vous toujours que c'est plus qu'une menace vaine? Il m'a jeté un regard. Mon ami, cette lettre ne menace pas. Elle promet. C'est tout autre chose. Le colonel Marchmont arrive quelques instants plus tard, balayant tout cela avec un rire raide. Le 20 avril? Eh bien, nous verrons bien ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais je l'ai vu, même si le colonel ne l'a pas vu, la façon dont Poirot a légèrement incliné la tête, comme s'il écoutait quelque chose que la plupart ne pouvaient pas entendre. Plus tard, dans la matinée, alors que nous étions assis sous la pergola couverte de glycine, Poirot déposa les 2 lettres devant lui comme des textes sacrés. L'inclinaison de l'écriture, murmura-t-il, est identique. La même pression inégale, le même tremblement dans les croisements, en T. Mais plus que cela, Hastings, regardez la psychologie de cela. Je me penchai, les sourcils froncés. Psychologie? Oui, la première lettre est une émotion contenue. Une justice retardée n'est pas une justice refusée. C'est quelqu'un qui réprime sa rage. Mais la seconde, je l'ai relue. 20 avril, la vérité le trouvera. Poirot hocha la tête. Plus de retenue. Il y a une certitude maintenant. Un plan en mouvement, une décision prise. Pensez-vous qu'il se passera quelque chose à cette date? Poirot croisa les mains. Je ne pense pas, Hastings. Je sais. La vengeance de 10 ans a trouvé sa voie. Et si nous ne l'arrêtons pas, elle trouvera bientôt sa victime. C'est juste après le déjeuner, le genre d'heure tranquille à la campagne où même les oiseaux semblent dormir dans les haies, que Poirot fit son geste. Le colonel Marchmont était assis sur la terrasse avec un cigare, le Times drapé paresseusement sur un genou. Il ressemblait en tout point à l'homme qui se moquait de la superstition et des propos obscurs, mais j'ai remarqué la façon dont ses doigts tambourinaient sur l'accoudoir, rapidement, à plusieurs reprises. « Colonel, » dit doucement Poirot, en prenant place à côté de lui, « je voudrais vous faire une petite demande. »« Oh !» Marchmont haussa un sourcil. « Vous me pardonnerez si je parle avec franchise, mais ces lettres ne sont pas les gribouillis inutiles d'un fauteur de troubles. Non, elles parlent de quelque chose de profondément personnel, quelque chose enfoui depuis longtemps. » Marchmont bougea. « Une rancune, alors? C'est tout. Un vieux domestique congédié, peut-être? »« Peut-être, » dit Poirot, et je vis la lueur dans ses yeux, celle qui signifiait généralement qu'il en savait déjà plus qu'il ne le laissait entendre. « Mais je dois vous demander, me permettrez-vous de faire quelques recherches? Tranquillement, discrètement, parmi votre maison. » La mâchoire de Marchmont se serra. « Qu'est-ce que tu suggères, exactement? Simplement que quelqu'un sous ce toit en sait plus qu'il ne l'admet. Ces lettres ne sont pas le fruit du hasard. Elles ont été livrées avec une connaissance du passé de cette maison. » Une pause. « Je ne veux pas de scandale, » a déclaré Marchmont à voix basse. « Et moi, » dit Poirot en posant une main sur son cœur, « je ne veux pas qu'une deuxième lettre devienne un éloge funèbre. Permettez-moi d'observer, de poser des questions, rien de plus. » Marchmont finit par acquiescer. « Très bien, mais pas de théâtre, Poirot. » Poirot fit le plus petit des saluts. « Vous avez ma parole, colonel. Pas de théâtre, seulement la vérité. C'est ainsi qu'a commencé notre enquête. Non pas avec des sirènes ou des cris, mais avec les murmures les plus doux et le déverrouillage silencieux de portes longtemps fermées. » La pièce n'avait pas été touchée depuis 10 ans. Le bureau de Lady Evelyn, verrouillé depuis sa mort, était situé au bout d'un étroit couloir de l'aile ouest du manoir. L'air extérieur était plus froid, même si c'était peut-être mon imagination. Madame Danvers a sorti la clé d'une boîte dans la cave, où elle avait été conservée dans une enveloppe scellée, étiquetée « Privé ». J'ai cru que sa main tremblait légèrement lorsqu'elle la tendait à Poirot. « Le colonel a toujours dit qu'il devait rester fermé, » murmura-t-elle.
Poirot hocha simplement la tête. Néanmoins, madame, le temps a une façon de faire ses propres exigences. Il a inséré la clé. La serrure tourna avec raideur, comme si elle hésitait à céder. À l'intérieur, la pièce était sombre et intacte, comme une scène préservée dans l'ambre. La poussière recouvrait les meubles d'une fine couche, mais tout était disposé avec précision. Des livres sur l'étagère, un châle replié sur le fauteuil, une tasse de thé vide sur une table d'appoint. L'odeur de la lavande, fanée mais persistante, flottait dans l'air. Poirot bougeait lentement, avec respect. « Elle était méticuleuse », murmura-t-il en effleurant le bureau du bout du doigt. « La poussière nous le dit. Voyez comment les objets sont positionnés. Ils n'ont pas été déplacés depuis des années. Pas même par les domestiques. J'ai regardé autour de moi, avec inquiétude. Ça ne fait pas mal de venir ici. » Il montra la bibliothèque. Cette copie de Cranford, voyez-vous le pli dans la colonne vertébrale? Lisez plus d'une fois, je parierai. Lady Evelyn ne se contentait pas de décorer avec des livres. Elle les a lus. Puis il se tourna vers une photo encadrée sur le bureau. Un jeune homme, James Marchmont, se tenait à côté d'Evelyn, son expression partagée entre le sourire et l'incertitude. Poirot l'étudia pendant un long moment. Elle aimait son fils, c'est clair. J'ai alors vu quelque chose d'étrange. Poirot fixait un échiquier installé sur le rebord de la fenêtre. Les pièces y étaient en milieu de partie. C'était ensuite le tour des Blancs, mais quelque chose manquait. Un évêque, dit doucement Poirot, noir, fini. Peut-être perdu. Peut-être, dit-il. Mais ses yeux s'attardèrent. Il fouilla sous le bureau et récupéra un fin cahier coincé au fond. La plupart des pages étaient vierges, à l'exception d'une seule entrée. Il ne me pardonnera jamais. Poirot ferma doucement le livre. Elle avait peur, dit-il. La question est, de qui? Hélène Marchmont était le genre de femme qui donnait l'impression qu'elle tolérait toujours à peine votre présence. Élégante, réservée et vêtue de gris doux, elle était assise en face de Poirot dans la salle du matin, une tasse de thé intacte devant elle. « Je suppose que vous êtes ici pour poser des questions sur les lettres, » dit-elle sans attendre les plaisanteries. « En effet, madame, » répondit Poirot en croisant les mains, « et aussi à propos de ta défunte belle-mère. » Ses yeux ne clignotaient pas. Lady Evelyn est morte depuis 10 ans. Ce chapitre est sûrement clos. Peut-être, mais parfois, le livre est simplement mis de côté, pas terminé. Elle pencha la tête. Une façon poétique de le dire. La poésie a son utilité, dit doucement Poirot. Vous avez vécu ici avec elle pendant quelques années? Oui, jusqu'à sa mort. Et comment s'est passée la relation? Les lèvres d'Hélène se sont amincies. Cordial. Poirot haussa un sourcil. Seulement cordial. Elle m'a désapprouvé, dit sans détour Hélène. Elle croyait que j'avais épousé James pour une position, pas pour l'amour. Et vous l'avez fait? Hélène croisa son regard sans broncher. Je l'ai épousé parce que j'avais pitié de lui. Ce n'est peut-être pas de l'amour au sens romantique du terme, mais c'est quelque chose. Poirot ne dit rien, se contentant d'observer. Par contre, j'ai failli laisser tomber ma tasse de thé. Vous ne l'aimiez pas, dit enfin Poirot. Oui, dit Hélène, et je n'ai pas honte de l'admettre. Elle était contrôlante, manipulatrice et subtile à ce sujet. Elle n'a jamais élevé la voix, n'a jamais rien dit de directement cruel, mais elle pouvait détruire une personne d'un seul regard. Poirot incline légèrement la tête, et pourtant tu es resté sous son toit. Je n'avais nulle part où aller. Il hocha lentement la tête. Une femme difficile à vivre, j'imagine. Elle dirigeait la maison avec des gants de soie, a déclaré Hélène. Mais ne vous y trompez pas, il y avait du fer en dessous.
Alors que Poirot se levait pour partir, il dit doucement « Ce sont souvent les tyrans polis, madame, qui laissent derrière eux les blessures les plus profondes. » James Marchmont était un homme dont la seule présence suggérait des excuses d'être trop grand, trop calme, trop nerveux aussi, lui-même. Il était mince, avec un visage tiré et des yeux qui semblaient perpétuellement à 2 pas des larmes ou de la peur. Je l'ai trouvé dans la véranda, les mains légèrement tremblantes alors qu'il vaporisait les fougères. « Je ne suis pas sûr de pouvoir être d'une grande aide, monsieur Poirot, » dit-il avec un léger sourire hésitant. « Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. » Poirot pencha la tête. « Alors peut-être ne parlerons-nous pas du souvenir, monsieur, mais du sentiment. Parfois c'est l'émotion qui révèle la vérité. » James eut un rire doux et sans joie. Il n'y avait alors que confusion et culpabilité. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « La culpabilité, monsieur Marchmont ?» James hésita, puis baissa les yeux sur l'arrosoir qu'il tenait à la main. « Ma mère, nous ne parlions pas la semaine où elle est morte. Il y a eu une dispute, une bêtise, vraiment. Je suis resté absent cette nuit-là. Je suis allé au village. Quand je suis revenu, elle était déjà, partie. » J'ai remarqué que Poirot regardait James attentivement. Pas seulement les mots, mais aussi le chemin, on disait, le regard baissé, le changement de posture. « Et tu t'en veux ? Je l'ai toujours fait, » murmura James. « Si j'avais été là, peut-être, j'aurais peut-être pu l'arrêter. » Poirot hocha lentement la tête. « Vous aviez quoi, 21 ans à l'époque ? » ?»« Oui. »« Un âge difficile pour se pardonner, » dit doucement Poirot, « surtout pour les choses qu'on n'a pas faites. » James cligna des yeux, surpris. « Tu penses que je n'ai pas ?» Mais Poirot ajusta simplement ses poignets et murmura « Nous verrons ce que la vérité nous dit, monsieur. Il a une façon de refaire surface, qu'il soit invité ou non. » Le docteur Whitcomb nous a accueillis dans son cabinet, avec une poignée de main vive et une légère odeur de tweed. Un homme d'une 60aine d'années, au visage rasé de près et aux voyelles coupées, il respirait la confiance. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont sa main tremblait, alors qu'il versait le thé qui me fit jeter un coup d'œil à Poirot. « La mort de Lady Evelyn, » commença Poirot. « C'est vous qui avez signé le certificat, n'est-ce pas ?»« En effet, » répondit le médecin. « C'était un accident. Une chute dans l'escalier. Je suis arrivé peu de temps après. » Le ton de Poirot resta neutre. « Pardonnez-moi, docteur, mais je dois vous demander. Avez-vous effectué un examen approfondi ?» Whitcomb se raidit. Ce n'était pas nécessaire. Son cou était cassé, instantané, je vous l'assure. « Mais les bleus ?» demanda doucement Poirot. Le rapport du coroner de l'époque faisait état de quelques marques incompatibles avec une simple chute. Le médecin hésita. Il y a eu quelques spéculations, mais le colonel a insisté pour que cela soit traité en silence. C'était une dame respectée, pas besoin de scandale. Même si cela impliquait de négliger d'autres possibilités. Le docteur but une longue gorgée de son thé. « Écoutez, monsieur Poirot, c'était il y a 10 ans. Il n'y a pas eu d'autopsie. C'était peut-être une erreur, mais j'ai suivi les souhaits de la famille. J'ai gardé la paix. »« Paix ?» répéta Poirot. « Ou le silence ?» Whitcomb rougit. Je faisais ce que je pensais être le mieux. Poirot hocha lentement la tête. Et pourtant, quand on fait taire la vérité, docteur, elle a tendance à trouver sa propre voie, tôt ou tard. Le docteur se détourna, s'occupant du plateau à thé. S'il n'y a rien d'autre, il y a toujours autre chose, dit doucement Poirot. Alors que nous partions, il a ajouté dans un souffle, un homme qui a trop à perdre oublie souvent les détails qui comptent le plus.
Miss Lane avait été autrefois la gouvernante et revenait maintenant comme compagne d'Hélène Marchmont. Elle était petite, bien tendue, avec des lunettes à monture d'acier et une voix semblable à des carillons lointains. Elle nous a accueillis dans le jardin, les mains jointes, le regard entre défi et regret. « J'ai toujours aimé Lady Evelyn, dit-elle, apparemment spontanée. Elle était très particulière, mais gentille à sa manière. » Poirot incline la tête. « Vous avez quitté la maison juste avant sa mort, je crois. »« J'ai été licencié, » corrigea-t-elle. « Lady Evelyn avait ses raisons, j'en suis sûr. »« Avez-vous déjà découvert ces raisons ?» Miss Lane fit une pause. « J'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. » Poirot se pencha en avant. Puis-je demander « Qu'est-ce que c'était ?» Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Il était tard. Je revenais du village. Je suis passé devant la fenêtre du bureau et j'ai vu le colonel. Il criait. Lady Evelyn restait immobile. Elle avait l'air pâle. Je ne l'ai jamais vue avoir l'air effrayé auparavant. Les yeux de Poirot pétillèrent. Effrayé, c'est un mot fort. C'était une femme forte, a répondu Miss Lane. Il en faut beaucoup pour déranger quelqu'un comme elle. Et que s'est-il passé ensuite? Miss Lane secoua la tête. Je ne sais pas, je ne suis pas restée, mais le lendemain matin, j'ai reçu une convocation, juste comme ça. Poirot croisa les mains. Et tu ne l'as jamais dit à personne? Qui aurait écouté? Les Marchmont étaient une famille puissante, et je n'étais qu'une aide. La voix de Poirot était basse. Mais maintenant vous avez parlé, mademoiselle, et cela peut faire toute la différence. Monsieur Endicott, l'avocat de la famille, arriva tard dans l'après-midi, appelé par le colonel lui-même, après que Poirot eut exprimé le désir de revoir les termes du testament de Lady Evelyn. L'homme était élégant, impeccablement habillé, avec une moustache aussi nette que ses voyelles et une expression perpétuelle de condescendance polie. Il nous salua, Poirot et moi, avec le genre de sourire habituellement réservé à un client irritant qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. « Je dois dire, » commença-t-il en s'installant dans le fauteuil de la bibliothèque, « je ne m'attendais pas à être entraîné dans des affaires closes il y a 10 ans. » Poirot, parfaitement perché sur le bord d'un fauteuil en cuir, croisa les doigts. « Pourtant, monsieur Endicott, vous conviendrez que les histoires des morts ont souvent les échos les plus persistants. » Endicott rit sèchement. « Si c'est le testament que vous recherchez, je peux vous assurer qu'il était simple et honnête. Lady Evelyn a laissé la majorité de sa succession au colonel Marchmont, avec une petite fiducie pour James, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Et il a quel âge maintenant? Demanda Poirot. 31? Ah, dit doucement Poirot. Donc la confiance a déjà été libérée? Oui, l'année dernière. Les yeux de Poirot pétillèrent. Et pourtant, il semble que tout n'ait pas été si simple. Je constate qu'il y a eu un amendement quelques semaines seulement avant son décès. Le sourire d'Endicott s'effaça. Oui, elle a légèrement modifié le langage pour permettre un accès plus rapide, sous réserve de l'approbation du colonel. Et l'a-t-il accordé? Endicott s'éclaircit la gorge. Non, il a préféré attendre. Une décision curieuse, murmura Poirot, pour outrepasser les souhaits d'une épouse mourante. Je n'appellerai pas ça comme ça, dit Endicott avec raideur. Tout était légal, rien de fâcheux. Poirot hocha doucement la tête. Et pourtant, monsieur, la légalité n'est pas toujours la morale. Alors que nous quittions la pièce, Poirot s'est tourné vers moi et m'a dit doucement. Il y a un malaise en lui, Hastings. Ce n'est peut-être pas de la culpabilité, mais c'est quelque chose de proche. Et le malaise, mon ami, révèle souvent une plus grande vérité que le déni. Le 20 avril est arrivé avec du soleil,
La maison était inhabituellement silencieuse ce matin-là. Le petit déjeuner se passa dans une politesse tendue. Le colonel Marchmont, en particulier, semblait distrait. Il s'est excusé très tôt, affirmant qu'une correspondance l'attendait dans le bureau. Il était à peine 11 heures passées, lorsqu'un cri retentit, aigu et paniqué. Madame Danvers était allée chercher la poussière dans l'aile ouest et avait trouvé la porte du bureau verrouillée. Aucune réponse, aucun son ne vient de l'intérieur. Nous sommes arrivés quelques secondes plus tard. La porte a été forcée. Le colonel Marchmont gisait affalé dans le fauteuil, où reposait encore la photographie de Lady Evelyn. Un verre était posé sur la table, les restes de cognac au fond. Ses yeux étaient grands ouverts, incapables de voir. Un léger parfum persistait dans l'air, celui d'amandes amères. Poirot se pencha, le visage solennel. « C'est du poison, » dit-il doucement, administré non pas à la hâte, mais de manière planifiée. Et puis, il remarqua l'échiquier. Toutes les pièces étaient en place, sauf une. « Le fou noir, » murmura Poirot. « C'est parti. » Il se leva, la voix grave. « Ceci, » a-t-il déclaré, « n'était pas un acte d'impulsion, c'était un acte de mémoire. C'était le lendemain de la mort du colonel Marchmont, et la maison était plongée dans un silence bien plus profond que le simple deuil. L'aile ouest était scellée, le bureau interdit d'accès sur instruction du constable local, et le personnel se déplaçait avec un silence contre nature, comme s'il avait peur de déranger quelque chose qui se cachait encore. Poirot, cependant, était plus alerte que jamais. Il y avait une netteté particulière dans ses mouvements ce matin-là. Moins son agitation habituelle, plutôt une efficacité calculée. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque, assis avec plusieurs coupures de journaux étalées devant lui, un petit cahier ouvert à son coude. « Bonjour, Hastings, » dit-il sans lever les yeux. « Avez-vous bien dormi ?»« À peine, marmonnai-je. Quelqu'un a été assassiné sous ce toit, Poirot. » Il hocha lentement la tête. « Oui, et pourtant, peut-être, pas pour la première fois. » Cette remarque m'a fait réfléchir. « Vous voulez dire Lady Evelyn ?» Poirot désigna les coupures de presse. Il y a 10 ans, sa mort avait été jugée accidentelle, mais les chuchotements, Hastings, n'ont jamais cessé. Regardez cet article de la Gazette du Derbyshire, daté de 2 mois après son décès. La chute tragique de la matrone de la société, un scandale feutré au manoir Marchmont. Il tapota le titre avec un doigt fin. Scandale. J'ai fait écho. Poirot se pencha en arrière. Il y avait des rumeurs. Un homme plus jeune, un artiste, invité à la maison pour peindre son portrait. Lady Evelyn a été vue marchant avec lui dans les jardins. Il est parti brusquement, avant que la commande ne soit terminée. Aucune explication. Et tu penses qu'elle était impliquée de manière romantique? Peut-être, peut-être seulement de manière platonique. Mais pour un mari fier et puissant, Hastings, même le murmure d'une telle irrégularité aurait pu être intolérable. J'y ai réfléchi, inconfortablement. Mais cela ne prouve pas qu'elle n'est pas tombée dans les escaliers. Non, mais cela jette une nouvelle lumière sur les ombres qui entourent sa disparition. Poirot se leva, lissant son gilet. Je reparlerai à Hélène. Il y a quelque chose de fragile dans son sang-froid. Elle en sait plus qu'elle n'a dit. Pensez-vous qu'elle était au courant de cette prétendue liaison? Je pense, dit Poirot en ramassant son chapeau, qu'elle détestait Lady Evelyn, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle avait fait, menacé à faire à l'illusion d'ordre de la maison. Hélène Marchmont nous a accueillis dans la salle du matin, le visage pâle, mais toujours aussi posé. Un service à thé en argent restait intact entre nous, alors que Poirot commençait de sa manière habituelle et courtoise. « Madame, dit-il doucement, puis-je vous déranger encore une fois,
avec des questions sur le passé. Si ça peut mettre un terme à cette folie, répondit-elle, la voix serrée. Vous m'avez déjà dit que vous et Lady Evelyn n'étiez pas d'accord, mais maintenant nous entendons des chuchotements à propos d'un homme, un peintre. Elle se raidit. Oui, Philippe Desroches, il a été engagé pour faire son portrait l'été avant sa mort. Le connaissiez-vous? Je l'ai rencontré, bien sûr. Il était charmant, le genre d'homme qui appelle chaque femme « ma chère » et qui ne veut absolument rien dire de tout cela. Et Lady Evelyn? Hélène hésita. Elle attirait ses attentions. Elle était seule, je pense. Son mariage avec le colonel était depuis longtemps devenu une affaire d'apparence. Mais même ainsi, je ne crois rien arriver. Mais les apparences comptent, dit doucement Poirot. Hélène détourna le regard. Oui, surtout envers les hommes comme mon beau-père. Poirot se pencha en avant. Dites-moi, madame, la nuit de la mort de Lady Evelyn, où étiez-vous? Dans ma chambre. J'avais mal à la tête. Est-ce que quelqu'un vous a vu? Non, je ne suis parti que le matin, mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec sa mort. Vous avez été radié du testament, dit doucement Poirot. Les yeux d'Hélène brillèrent. Oui, elle a tenu à m'exclure, quelques semaines seulement avant sa mort. Elle a dit que je n'avais pas une influence appropriée sur James. J'imagine qu'elle pensait que j'étais ambitieux. L'étiez-vous? Je voulais du réconfort, c'est tout. Pas d'argent? Poirot resta silencieux pendant un moment. Puis, presque pour lui-même, il murmura. Les gens qui ont le plus besoin de réconfort sont souvent ceux qui ne l'ont jamais vraiment connu. Hélène n'a rien dit, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle versait le thé. Poirot se leva doucement. « Merci, madame, c'est tout, pour l'instant. » Dehors, je me tournai vers lui. « La croyez-vous » Poirot ne répondit pas immédiatement. Puis il ajouta « Une femme qui ment avec une telle facilité, Hastings, dit souvent la vérité par accident. » Nous avons trouvé le docteur Whitcomb dans son cabinet, une fois de plus aux prises avec des papiers et apparaissant à chaque instant comme un médecin de campagne distrait. Mais quelque chose dans son attitude avait changé depuis la mort du colonel Marchmont. Il y avait une oppression autour des yeux, une hésitation dans son discours, des signes subtils que, comme dirait Poirot, le ver dans la pomme commençait à apparaître. « Ah, monsieur Poirot, capitaine Hastings. » Il désigna les chaises en face de son bureau, mais resta debout. « J'espère que vous n'êtes pas ici pour des raisons médicales ?»« Non, » dit Poirot avec un doux sourire, « à moins que vous ne considériez une curiosité persistante comme une maladie. » Whitcomb émit un demi-rire, mais cela sonna creux. Poirot ne perdit pas de temps. « Docteur, vous avez été le premier sur les lieux, la nuit où Lady Evelyn est morte. »« Oui, je suis arrivé dans l'heure, elle était déjà partie. Vous avez signé le certificat de décès. Cause, cou cassé, chute des escaliers. C'est exact, mais les contusions, sur les poignets et les épaules, n'ont jamais été mentionnées dans le dossier officiel. » La mâchoire de Whitcomb se contracta. Il y avait des incohérences. Mais le colonel a insisté. Il ne voulait pas de scandale. Il a dit qu'elle s'était évanouie. C'est tout. Et tu as accepté. Le médecin n'a pas répondu. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant le ciel gris d'avril. « J'avais ma carrière à considérer, » dit-il finalement. « Ma position dans le village, mes patients. Et Archibald était un homme puissant. » Poirot se leva et s'approcha de lui, sans méchanceté. « Et maintenant il est mort, peut-être empoisonné. Le protégez-vous toujours, docteur ?»« Je ne sais plus ce que je protège, » marmonna Whitcomb. « Je me demande parfois si je l'ai déjà fait. » Poirot posa légèrement une main sur l'épaule de l'homme. « La vérité, docteur, n'est pas un fardeau pour ceux qui la disent,
seulement pour ceux qui la cachent. Il y a une longue pause, puis doucement, le médecin dit « Il m'a demandé de laisser certaines choses en dehors du rapport, des bleus, une étrange coupure sur sa main, et le fait que ses chaussures n'avaient aucune éraflure, ce qui suggère qu'elle n'était pas tombée. Elle avait été placée. J'ai jeté un coup d'œil à Poirot avec étonnement. Alors elle a été assassinée? Peut-être, a déclaré Whitcomb, mais il n'y avait aucune preuve, seulement la peur. Poirot hocha gravement la tête. Et la peur, docteur, est souvent l'accoucheuse du silence. La serre se trouvait un peu au-delà du verger. Une vieille structure vitrée, emplie d'un parfum de terre humide et d'orchidées en fleurs. Nous avons trouvé James Marchmont à l'intérieur, taillant une grappe de délicats lys blancs, les manches de sa chemise retroussées, les mains saupoudrées de terre. Il leva les yeux à notre approche, une lueur de culpabilité, ou peut-être simplement d'inquiétude, passant sur ses traits. « J'y suis toujours, je vois, » dis-je, essayant de me réjouir avec désinvolture. « Ça aide de rester occupé, » répondit doucement James. « La maison semble plus lourde maintenant. » Poirot examina un pot de bégonias à proximité avec un intérêt délibéré avant de parler. « Monsieur Marchmont, je dois vous demander, où étiez-vous hier matin, à 11 heures précises ?» James hésita. « Ici, dans la serre. Je suis sorti après le petit déjeuner et je suis resté jusqu'à ce qu'on m'appelle. »« Seul ?» Il hocha la tête. « Oui. » Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. « Et personne ne t'a vu ?»« Pas une seule âme. »« Je ne pense pas. Hélène était au téléphone, le personnel était occupé, je suppose que non. » Poirot ramassa une feuille tombée sur le sol et l'inspecta. « Vous jardinez souvent ?»« La plupart du temps, » dit James, les sourcils froncés. « Pourquoi ? Vous êtes méticuleux, les orchidées prospèrent, mais regardez ici, ce gant. » Poirot brandit un seul gant de cuir, à moitié enfoui sous une table. « Le vôtre ?» James parut surpris. « Je pensais que j'avais perdu ça. »« murmura Poirot. « Curieux que ce ne soit pas là où tu l'as laissé. » James cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Poirot ne répondit pas directement. Il se tourna simplement et examina les murs de verre autour d'eux. Une serre est un lieu de culture, de dissimulation. Les choses poussent ici, oui, mais les secrets aussi. James tressaillit. Après notre départ, je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Pensez-vous vraiment qu'il était là tout le temps ?» Poirot se tapota la tempe. Il ne s'agit pas où il l'était, Hastings, mais pourquoi il était seul. Un alibi non corroboré n'est pas du tout un alibi. Alors vous le soupçonnez ? Je soupçonne tout le monde, mon ami, dit Poirot, les yeux brillants, jusqu'à ce que les faits me disent le contraire. Miss Lane était un curieux mélange d'acier et de sentiment. Toujours le dos droit et le menton un peu trop haut, comme pour mettre le monde au défi de la sous-estimer. Lorsque Poirot demanda à lui parler à nouveau du matin de la mort du colonel Marchmont, elle nous reçut dans le petit salon réservé aux compagnes et gouvernantes, ses aiguilles à tricoter claquant doucement en arrière-plan. « Je comprends, » dit-elle avant même que Poirot puisse poser une question, « que vous vous inquiétiez de savoir où je me trouvais le matin du passage du colonel. »« Vous m'attendez, mademoiselle, » dit Poirot en s'inclinant. « Et l'anticipation est souvent la cousine de la dissimulation. » Elle renifla. « Je ne cache rien. En fait, j'ai la preuve que j'étais dehors ce matin-là. » De son sac à main, elle sortit une photographie sur papier glacé. Elle montrait le jardin en contre-plongée, les jonquilles printanières en fleurs, le manoir visible en arrière-plan. Et là, sur le chemin près de la tonnelle de roses, se tenait Miss Lane, raide comme un soldat, à mi-chemin. « J'ai réglé le minuteur de mon appareil photo, » dit-elle sèchement. « J'ai commencé la photographie comme passe-temps. La machine était sur un trépied dans la haie. »
Poirot prit la photo avec délicatesse, l'examinant avec les yeux plissés. Très intéressant. Mais quand, précisément, cela a-t-il été pris? Un peu plus de 10 heures, peut-être 10h15. Je venais de rentrer du village. Avez-vous une montre sur la photo? Non, mais la lumière. Regarde les ombres. Poirot sourit doucement. Les ombres, hélas, sont très accommodantes à la tromperie. Ses yeux se plissèrent. Est-ce que vous me traitez de menteur? Je ne traite jamais personne de menteur, mademoiselle, dit-il. J'écoute simplement l'harmonie ou la discorde entre la vérité et sa représentation. Quand nous sommes partis, j'ai demandé à Poirot. Pensez-vous qu'elle a falsifié la photo? Il secoua la tête. Non, Hastings, je pense que c'est authentique. Mais authentique ne veut pas dire innocent. Elle voulait être vue à ce moment-là. C'est toujours une cause de suspicion. Si M. Endicott avait été inquiet auparavant, il était pratiquement à bout de souffle au moment où nous sommes revenus le voir pour l'interroger. Il était désormais assis dans le bureau, devant une pile de documents qu'il faisait à peine semblant de lire. « Je vous l'ai déjà dit, » dit-il sèchement. « J'étais à Londres. Je suis parti la veille. J'y suis resté la nuit. Et je suis revenu après la mort du colonel. J'ai des rendez-vous pour le prouver. » Poirot, indifférent, s'assit à côté de lui. « Oui, vous en avez parlé. Et pourtant, j'ai reçu un message de la gare. » Endicott se raidit. Le porteur, M. Jarvis, un bon souvenir celui-là. Il dit qu'il vous a vu débarquer du train de 10h12 à Le Village. Sur le Laveille, le colonel est mort. C'est absurde. Il se souvient de votre mallette, a poursuivi Poirot. Marron foncé avec un fermoir en laiton. Et votre canne monogrammée. Vous lui avez généreusement donné un pourboire. Comportement inhabituel pour quelqu'un qui est censé partir, non? Le visage d'Endicott est devenu plus pâle. Je suis revenu pour quelque chose, des papiers. Je ne suis pas resté ici longtemps. Poirot incline la tête. Et avez-vous vu le colonel lors de votre brève visite? Non. Tu es tout à fait sûr? Oui. Alors peut-être qu'il t'a vu. Silence. Je n'avais aucune raison de faire du mal à cet homme, a déclaré Endicott, la voix tendue. Il était difficile, oui, mais généreux. Nous avons eu des désaccords, certes, surtout à propos du testament d'Evelyne, mais c'était il y a des années. Le sourcil de Poirot se leva. Ah, alors revenons à ce sujet. Tant de choses, semble-t-il, nous ramènent à Lady Evelyne. Endicott se leva brusquement. Je vous ai dit tout ce que je savais. Poirot se leva également. Alors je dois vous dire adieu, monsieur Endicott. Mais rappelez-vous ceci. Les secrets sont comme des dettes. Il faut les payer éventuellement, et toujours avec intérêt. Alors que nous entrions dans le couloir, j'ai murmuré « Il cache quelque chose, n'est-ce pas ?» Poirot fit un petit signe de tête. La question, Hastings, n'est pas de savoir s'il ment. C'est la question de savoir s'il ment. OMS, il ment pour. Le portrait de Lady Evelyne était accroché dans le salon. Un rendu digne à l'huile d'une femme posée mais distante. Une main posée sur une table d'appoint, l'autre tenant d'un éventail fermé. C'était, comme la maison elle-même, belle et troublante. Poirot se tenait devant lui cet après-midi-là, seul à l'exception de moi, les mains jointes dans le dos. C'était une femme fière, murmura-t-il, mais pas froid. Il y a de la douleur dans cette expression, Hastings. Écoutez, voyez-vous comme nos yeux ne semblent pas croiser les nôtres, mais regardez juste au-delà, vers quelque chose dont on se souvient. J'ai froncé les sourcils. C'est juste de la peinture. Ah, mais ce n'est pas le cas. C'est intention rendue en pigment. L'artiste a capturé bien plus que des traits. Il a capturé la peur. Poirot s'avança et passa doucement sa main le long du bas du cadre. Puis,
D'un mouvement habile, il enfonça son doigt dans le panneau de bois situé en dessous. Un léger clic, et un tiroir étroit s'ouvrit. Bon Dieu, dis-je, à l'intérieur, papier jauni, cacheté à la cire longuement craquelée. Poirot le déplia avec respect. C'était une lettre, à ouvrir uniquement en cas de décès dans des circonstances suspectes, à donner à mon fils, s'il est un jour prêt à connaître la vérité. Poirot parcourut les lignes en silence, puis me le tendit. Il le sait, je l'ai vu sur son visage, et maintenant, j'ai peur qu'il ne pardonne pas. S'il m'arrive quelque chose, c'est à cause de ce que je lui ai dit, ou de ce que j'ai refusé. La signature disait simplement « Evelyne, j'ai regardé ». Elle avait peur d'un proche. Poirot hocha la tête. Et notez, il ne pardonnera pas d'il agira, ou il me fera du mal. Le langage est prudent, émotionnel, défensif. À votre avis, de qui parlait-elle? Poirot replaça la lettre dans le tiroir. Nous le saurons, mais mon ami, je dirai ceci, la vérité ne dort plus. Elle murmure depuis des années. Maintenant, enfin, elle commence à parler. C'était juste après le thé que Poirot convoqua tous les habitants du manoir Marchmont au salon. L'atmosphère était chargée de cette tension particulière que seul Hercule Poirot pouvait susciter, quelque part entre un rideau sur le point de se lever et une exécution attendant son signal. La tempête dehors avait commencé à gronder, projetant de longues ombres vacillantes le long des murs. Un feu crépitait doucement, et le tic-tac de l'horloge de cheminée ornée me semblait être le cœur battant d'une vérité cachée de plus en plus fort. Poirot se tenait au fond de la pièce, près de la cheminée. Et là, placé avec une précision cérémoniale, se tenait le fou noir, manquant sur l'échiquier du bureau. Il était assis seul sur la cheminée, sentinelle de ce qui allait arriver. « Mes amis, » commença solennellement Poirot, « je vous remercie de vous être réunis. Les événements qui se sont déroulés dans cette maison ne sont pas des accidents du temps, ni des caprices du destin. Ils sont, comme toujours, le produit de la nature humaine, de l'envie, du silence, de la culpabilité et de la haine. Personne n'a bougé. Hélène était assise avec raideur, les bras croisés. James se tenait derrière une chaise, les mains blanches. Le docteur Whitcomb baissa les yeux sur ses mains. Miss Lane, rigide, le visage illisible. M. Endicott s'attarda près de la porte, comme s'il planifiait une retraite. Poirot poursuivit, d'une voix calme mais autoritaire. « Vous avez chacun joué un rôle dans un drame qui a commencé il y a 10 ans. Et maintenant, l'acte final est arrivé. » Il se tourna vers l'évêque et le tapota, doucement, du bout d'un doigt ganté. « Cette pièce, dit-il doucement, a été retirée non pas à la hâte, mais en mémoire. Un symbole, oui, mais aussi une signature. Le jeu a été interrompu cette nuit-là. Et maintenant, enfin, il a repris. J'avoue que j'ai ressenti un frisson alors qu'il regardait autour de la pièce. « Commençons, » dit-il, avec ce qui était considéré comme une simple question de chagrin, mais qui était en réalité un meurtre déguisé. Poirot se tourna d'abord vers Hélène Marchmont, dont la posture n'avait pas changé d'un pouce depuis notre entrée. Son visage était figé dans un masque de dégoût aristocratique. « Madame Marchmont, » dit doucement Poirot, « vous avez été franche, d'une manière rafraîchissante, à propos de votre aversion pour Lady Evelyne. Je ne voyais pas l'intérêt de le nier, répondit-elle catégoriquement. Elle et moi n'avons jamais été amis. Non, mais l'aversion à elle seule ne fait pas un meurtrier. Elle haussa un sourcil. Êtes-vous en train de me blanchir, monsieur Poirot? Il sourit faiblement. Pas encore. Il marchait lentement, les mains jointes derrière le dos. Vous aviez un motif,
Le retrait d'Evelyn de votre vie vous aurait donné une plus grande influence sur James, peut-être même sur la maison. Vous n'aviez, à l'époque, aucune affection pour elle. Mais ce que vous aviez manqué, madame, c'était une opportunité. Je vivais sous le même toit. Oui, Poirot acquiesça, mais pas dans le même esprit. Vous étiez surveillé de près. Vos mouvements étaient enregistrés par le personnel. Vous n'aviez pas d'accès privé au bureau d'Evelyn, ni à l'époque, ni plus récemment à la pièce verrouillée dans laquelle le colonel Marchmont est mort. Les yeux d'Hélène se plissèrent. Alors qui accusez-vous? Je n'accuse personne, pour l'instant. Je me contente d'éliminer. Vous étiez, comment dire, une distraction désagréable, mais pas l'auteur du meurtre. Une lueur de soulagement, peut-être même de déception, traversa ses traits. Cependant, poursuivit Poirot, votre mépris, même s'il n'a pas été mortel, a été utile. À qui? Poirot se tourna brusquement. Pour quelqu'un qui en avait besoin. Pour quelqu'un qui le voulait. Les soupçons se sont répandus comme des cendres dans tous les coins de cette maison. Il se dirigea vers la cheminée et posa la main sur l'évêque. Vous détestiez Lady Evelyn, oui, mais la haine, madame, est une flamme froide. Elle brûle en silence. Celui qui a frappé n'a pas frappé par haine, ils ont frappé par peur. Hélène n'a rien dit. Ses mains, étroitement croisées sur ses genoux, se détendirent pour la première fois. Poirot se tourna vers les autres. Un nom est supprimé de la liste. Passons au suivant. Poirot se tourna maintenant vers Miss Lane, qui était assise, les mains étroitement croisées sur son sac à main, comme une institutrice attendant son jugement. Son expression était illisible, même si ses yeux se tournèrent une seule fois, vers l'évêque au manteau. « Mademoiselle Lane, » dit Poirot avec une gentillesse presque grand-père, « vous avez été renvoyée peu de temps avant la mort de Lady Evelyn. »« Ce n'est pas un secret, » a-t-elle répondu. « On m'a dit que je n'étais plus nécessaire. En effet, mais nous savons maintenant qu'il ne s'agissait pas d'incompétence ou de licenciement, c'était de la peur. » Miss Lane se raidit. « De qui a la peur ?» Poirot s'avança vers elle, d'une voix douce. « Chez Lady Evelyn ?» Elle cligna des yeux. « Je ne sais pas. » Il leva la main. « Permettez-moi de vous expliquer. » Poirot se tourna pour s'adresser à la pièce. Il y a 10 ans, un soir, la gouvernante est passée devant la fenêtre du bureau et a vu quelque chose, une querelle, une violente. Miss Lane ouvrit la bouche, puis la referma. Vous avez vu le colonel Marchmont crier. Vous avez vu Lady Evelyn reculer. Vous avez vu sa main se lever, peut-être pas frapper, mais menacer. Elle baissa les yeux sur son sac, les doigts blancs sur la poignée. Elle vous a renvoyé le lendemain matin, a poursuivi Poirot. Pas par colère, mais pour vous protéger, pour écarter le seul témoin qui pourrait être en danger. Un silence stupéfait s'installa dans la pièce. Miss Lane murmura. Elle a dit qu'il valait mieux que je parte, que je n'avais plus ma place dans cette maison. Je pensais qu'elle voulait dire... Elle voulait dire, dit doucement Poirot, qu'elle en avait déjà perdu le contrôle. Des larmes se formèrent dans les yeux de Miss Lane, même si elle les repoussa. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne pensais pas que cela importait. Au moment où j'ai découvert qu'elle était morte, il était trop tard. Poirot lui lança un long regard mesuré. Et maintenant, vous l'avez enfin dit à quelqu'un, et cela compte énormément. Il se retourna vers la pièce. Le passé n'est pas un fantôme, il vit dans nos silences, et parfois, dans le silence d'une gouvernante, la vérité attend 10 ans pour être entendue. Poirot se tourna à côté du docteur Whitcomb, qui était assis penché sur le bord de sa chaise, le bout des doigts pressés l'un contre l'autre, les yeux fixés sur le tapis. De tous les visages présents dans la pièce, le sien était le plus habitué à cacher son expression.
Et pourtant je l'ai vu alors, une lueur de quelque chose d'indubitable, la honte. « Docteur Whitcomb, dit doucement Poirot, vous êtes un homme de science, un homme de raison, et pourtant, vous avez pris une décision des plus peu scientifiques il y a 10 ans. » Le docteur leva les yeux. « J'ai fait ce que je devais faire. »« Non, docteur, dit Poirot avec une fermeté tranquille. Vous avez fait ce que vous vouliez d'y faire. » Poirot s'avança et plaça le certificat de décès sur la table d'appoint. Lady Evelyn Marchmont. Cause du décès, chute accidentelle. Et pourtant, vous le saviez, il y avait des bleus sur les bras, une coupure sur la paume et aucune éraflure sur ses chaussures indiquant une chute. Le médecin ferma les yeux. Elle était déjà partie. Une autopsie n'aurait rien changé. Ça aurait changé tout, a répondu Poirot. Cela aurait dit la vérité. La voix de Whitcomb était basse, sur la défensive. Le colonel Marchmont a insisté pour que l'affaire soit traitée en silence. Il a dit qu'Evelyn s'était évanouie. Il a dit que la famille ne pourrait pas survivre au scandale, que cela ruinerait James, et il y avait de la pression. Poirot croisa les mains. Ah, la pression sociale, une force puissante dans de tels ménages. Et qu'en est-il de votre conscience, docteur? A-t-il dormi paisiblement ces 10 années? Le médecin n'a pas répondu. La voix de Poirot s'adoucit. Vous n'êtes pas le meurtrier, mais c'est vous qui avez tiré le rideau sur la scène. Vous avez laissé l'acte se terminer avant que le public puisse voir la vérité. Whitcomb leva la tête, les yeux fatigués. Et maintenant, dit Poirot, vous êtes libéré. Du silence, voire de la culpabilité. Il y avait quelque chose de presque miséricordieux dans le ton de Poirot. Et même si le médecin n'a rien dit, j'ai vu ses épaules se détendre légèrement, comme si un fardeau avait finalement été déplacé. Poirot se tourna en dernier, vers l'homme qui se tenait raide près de la porte. Monsieur Endicott, l'avocat. L'expression sur son visage était celle d'un homme qui savait que le piège était déjà refermé, mais qui espérait toujours un sursis de dernière minute. « Monsieur Endicott, commença Poirot, vous avez été, tout au long de cette affaire, le plus prudent, toujours précis, toujours posé, mais trop posé, peut-être. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, dit Endicott avec raideur. Poirot brandit une copie du testament. Vous avez affirmé que Lady Evelyn avait laissé la majorité de sa succession au colonel, avec une fiducie pour James. Vous avez dit que c'était simple. Oui, c'est exact. Mais ce que vous n'avez pas mentionné, dit Poirot en tournant une page, c'est le codicille, la modification manuscrite qu'elle a apportée quelques jours seulement avant sa mort, autorisant un accès anticipé à l'héritage de James, sans exigeant la permission de son père. La mâchoire d'Endicott se serra. Ce n'était pas juridiquement contraignant. Il était été témoin, et Lady Evelyn avait l'intention de l'ajouter au testament. Poirot s'approcha. « Et toi, tu as choisi de l'ignorer. » Elle était soumise à un stress émotionnel, a déclaré rapidement Endicott. C'était la nuit après une terrible dispute. Elle n'avait pas les idées claires. Poirot leva le doigt. « Ah, mais toi étais... » Et vous avez réalisé ce que ce codicille impliquait, qu'elle ne faisait plus confiance à son mari, qu'elle avait peur de ce qui pourrait arriver. Endicott ne dit rien. « Vous avez fait un choix, monsieur, » dit doucement Poirot. « Pas par cupidité, mais par loyauté. Vous souhaitiez protéger le colonel, pour protéger le nom de la famille. Et ainsi, vous avez enterré la vérité. » « Je pensais que je faisais la bonne chose, » marmonna Endicott. Poirot fit un petit signe de tête solennel. « Beaucoup de crimes sont commis au nom de la droiture. Mais ne vous y trompez pas, monsieur. Modifier un document légal n'est pas une mince affaire. » Les yeux d'Endicott tombèrent au sol.
Vous n'avez pas empoisonné le colonel Marchemont, a ajouté Poirot, mais vous avez contribué à jeter les bases de l'épanouissement du silence. Et quand la vérité est étouffée, mon ami, elle ne meurt pas, elle s'envenime. La pièce était silencieuse. Poirot se tourna une fois de plus vers la pièce d'échecs sur le manteau. « Et maintenant, dit-il, il ne reste qu'un seul geste à faire. » Pendant un instant, Poirot ne dit rien. Il se tenait devant le groupe rassemblé, son regard parcourant lentement chaque visage, s'arrêtant non pas avec une accusation, mais avec quelque chose de plus profond, la pitié. Puis il se tourna vers James Marchmont. Le jeune homme était resté étrangement silencieux tout au long des déductions de Poirot. Ses mains tremblaient légèrement sur ses côtés, son regard fixé quelque part entre la cheminée et le sol, comme s'il regardait dans un vide que lui seul pouvait voir. « James, » dit Poirot, sa voix inhabituellement douce, « vous avez porté un fardeau trop longtemps. Un fardeau non seulement de chagrin, mais de silence. Et dans ce silence, quelque chose s'est suppuré. Une promesse a été faite, n'est-ce pas? Un vœu envers quelqu'un qui ne pouvait plus parler pour elle-même. » James leva les yeux. Ses yeux étaient cerclés de rouge, mais secs. « Je l'aimais, » dit-il d'une voix rauque. « Elle était la seule à... Qui m'a vu ?» Poirot hocha la tête solennellement. « Oui, mon cher, ta mère t'adorait. Et toi, silencieux, observateur, blessé, tu as vu plus que tu ne le laissais paraître. » Un murmure parcourut la pièce. « J'étais en haut des escaliers, » continua James, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ils ne savaient pas que j'étais là. Je les ai entendus se disputer, puis le bruit sourd. » Poirot s'approcha. « Et tu as vu ton père se tenir au-dessus d'elle. » James hocha la tête. Il n'a pas crié, il n'a pas appelé à l'aide, il est juste resté là. Puis il s'est éloigné, comme si c'était fini. « Et pourtant, » dit Poirot, « tu n'as rien dit. »« J'étais terrifié, » a admis James. « C'était un homme puissant, et je n'étais qu'un garçon avec une constitution faible et sans voix. Mais je n'ai jamais oublié, je ne pouvais pas. » Poirot retourna vers l'évêque au manteau. « Vous avez écrit les lettres? »« Oui. »« Vous l'avez tué. » James ferma les yeux. « Oui. » La pièce était silencieuse. Poirot parlait avec un calme délibéré. « Tu es devenu à la fois pleureur et bourreau. Dans tes lettres, tu étais la voix de la justice, mais entre tes mains, tu portais les outils de la mort. » James le regarda. « Je n'avais pas l'intention de devenir lui, mais je l'ai fait. » Poirot soupira. « C'est la tragédie de la vengeance, mon ami. Cela commence par l'amour et se termine par l'imitation. Je ne pense pas que j'oublierai un jour le calme qui règne dans cette pièce. Le genre de silence qui ne vient pas après un cri, mais après la vérité. » Poirot se tenait une fois de plus devant le manteau, regardant l'évêque noir comme s'il était le dernier témoin d'une affaire close depuis longtemps. « Ceci, » commença-t-il en désignant la pièce, « n'est pas simplement un bibelot déplacé. Non, non, mes amis, c'est le symbole de tout ce qui s'est passé. » Il se tourna vers nous tous. Aux échecs, le fou se déplace en diagonale, jamais en ligne droite, jamais en arrière. Une pièce silencieuse, pas aussi puissante que la reine, ni aussi centrale que le roi. Mais c'est la pièce qui voit l'échiquier différemment. Il le ramassa et le retourna dans sa main. James n'a pas choisi cette pièce au hasard. Il jouait non pas à un jeu de pouvoir, mais à un jeu de stratégie, de symboles. Vous voyez, la nuit où Lady Evelyn est morte, l'échiquier avait été laissé en plein milieu de la partie. Son dernier mouvement était d'avancer le fou noir. James parlait, à peine audible. C'était sa pièce préférée. Elle disait toujours que cela lui rappelait elle-même, limitée, négligée, mais dangereuse si elle était coincée.
Poirot hocha la tête. Quand elle est morte, le jeu s'est figé, mais pas dans ton esprit, mon petit. Pour toi, il est resté ouvert, en attendant. Alors tu as retiré le fou, non pas parce que cela importait à quelqu'un d'autre, mais parce que c'était important, son dernier acte, sa pièce, le témoin silencieux. Le ton de Poirot changea, devenant plus intense. Votre psychisme s'est divisé, n'est-ce pas? Une moitié, le fils dévoué, faible, calme, sans prétention. L'autre, une ombre, une voix murmurant la justice, la vengeance, la réparation. Vous avez écrit des lettres d'une main, planifiées dans l'autre. Vous avez placé l'évêque sur le manteau comme un acte final, déclarant enfin échec et mat. James ne l'a pas nié. Vous avez empoisonné la boisson, a poursuivi Poirot. Vous avez choisi l'étude pour une symétrie poétique. Vous avez même agencé la scène autour des objets même qui vous hantaient. Un portrait, un échiquier, une porte scellée. Vous avez transformé la mémoire en théâtre. Poirot replaça le fou dans sa case du plateau. Le jeu, dit-il doucement, est terminé. James expira longuement, comme si quelqu'un se réveillait enfin d'un rêve de 10 ans. Il n'a rien dit de plus. Il n'a pas résisté lorsque le constable s'est avancé. Et Poirot, effaçant un grain de poussière de son brassard, murmura « Les pièces les plus dangereuses, Hastings, ne sont pas celles qui crient de leur puissance, mais celles qui bougent silencieusement et attendent. » C'était juste avant l'aube, lorsque le gendarme rattrapa James. Il n'avait pas couru bien loin. Il avait à peine traversé le champ nord, à travers un bosquet d'arbres qui menait vers l'ancien sentier menant au village. Son manteau claquait derrière lui, au vent, une chaussure perdue dans la boue. Pas exactement un fugitif, plutôt un fantôme retraçant les dernières étapes d'un rêve. Poirot et moi sommes arrivés quelques instants plus tard, convoqués par le coup de sifflet de l'officier. James resta immobile, le soleil, le vent projetant de longues ombres sur son visage. Il n'y a eu aucune résistance, aucun appel à la miséricorde. Juste un calme étrange, et là, comme celui d'un homme qui avait enfin déposé un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Je n'essayais pas de m'enfuir, murmura James, en tournant à peine la tête. J'avais seulement besoin de marcher. Poirot s'avança. Monsieur, vous marchez en silence depuis 10 ans, mais maintenant, peut-être, il est temps de parler. James hocha la tête. Ils ne m'ont jamais cru, dit-il doucement. Pas à propos de rien, ni de ma santé, ni de mes sentiments, ni d'elle. Alors j'ai arrêté de parler. Mais le souvenir ne s'est jamais arrêté. Il n'a fait que grandir, s'aiguiser. Et les lettres? J'ai demandé. Il eut un léger sourire. J'ai écrit le premier 1 an après sa mort. Je l'ai brûlé. J'en ai écrit un autre 2 ans plus tard. Puis un autre. Et puis, je les ai gardés. Des dizaines. Des pages de choses que je n'avais jamais dites. Le mois dernier, j'en ai finalement posté une. Le ton de Poirot était presque paternel. Ce n'était pas la justice, James, mais c'était la douleur. Et la douleur, lorsqu'elle est réduite au silence, devient dangereuse. James le regarda alors, vraiment, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait vu chez personne depuis longtemps. La compréhension. Au début, je ne le détestais pas, a-t-il déclaré. Je me détestais, d'être faible, d'être resté silencieux, mais finalement, cette haine a trouvé un autre endroit où aller. Il s'est tourné vers le gendarme et lui a tendu les mains sans qu'on le lui demande. « Ne courez plus », dit-il. Tandis qu'il l'emmenait, les oiseaux avaient commencé à s'agiter dans les haies. La vie, indifférente au drame, reprit son cours. Mais pour nous, pour Poirot et moi,
L'air semblait plus épais, plus lourd. « Une tragédie, Poirot, dis-je. Pensez-vous qu'il va être pendu ?» Le front de Poirot se plissa. « La loi, elle ne distingue pas toujours le meurtrier du martyr, Hastings. Elle ne voit que l'acte. Mais moi, je vois la cause. » Nous retournâmes au salon, désormais vide et froid. L'échiquier se trouvait toujours dans le coin, intact depuis la nuit précédente. L'évêque resta à sa juste place, restauré mais hanté. Poirot se tenait devant, perdu dans ses pensées. « Il n'était pas fou, dit-il finalement. Du moins, pas dans le sens où les tribunaux définissent la folie. Non ? J'ai demandé. Il semblait pas tout à fait entier. Poirot tapota doucement la table. Pas fou, divisé. Il s'est tourné vers moi. L'esprit humain, mon ami, est capable de contorsions remarquables. James Marchmont a vécu 10 ans avec l'image de la chute de sa mère gravée dans son âme. Et pendant cette décennie de silence, il a créé une nouvelle voix. Une voix qui a fait ce qu'il ne pouvait pas, qui avait prévu, qui a attendu, qui a puni. » Il reprit l'évêque et l'examina. « Ce sont toujours les plus silencieux, Hastings, ceux qui regardent, qui ne disent rien. Ils sont les plus dangereux parce qu'ils vivent pleinement dans leur esprit. » J'ai frissonné. Il l'aimait, n'est-ce pas? J'ai dit. « Entièrement. » Répondit Poirot. Mais la culpabilité est un mauvais compagnon de lit pour l'amour. Il avait le sentiment de l'avoir laissé tomber. Et de cet échec est né un besoin, non seulement de se venger, mais aussi de se venger. Équilibre la balance. Il s'avança vers le portrait de Lady Evelyn. Elle est devenue une martyre dans son imagination, figée à jamais dans sa mémoire. Et c'est ainsi qu'il s'est fait son prêtre, son juge, son bourreau. Et les lettres? Les yeux de Poirot brillèrent. Un appel à l'aide, déguisé en avertissement. Je m'assis à côté de lui, le poids de l'affaire s'installant. « Et la loi le jugera », murmurai-je. « Oui, » dit Poirot, « mais la justice, mon ami, a déjà été rendue par une main à la fois tremblante et précise. » Il regarda une dernière fois l'échiquier. En fin de compte, James ne jouait pas contre son père. Il jouait contre la partie de lui-même qui ne pouvait pas pardonner. 2 jours plus tard, alors que le ciel gris au-dessus de Marchmont Manor s'éclaircissait enfin, le courrier arriva. Parmi la pile de correspondances, des factures, un catalogue de jardinage et une circulaire d'un bottier de Derby, se trouvait une seule enveloppe adressée d'une main qui arrêta Poirot à mi-chemin. Il le retourna lentement, examina le seau de cire et poussa un léger soupir presque imperceptible. De lui, j'ai demandé. Il hocha la tête. Oui, posté le matin du meurtre, avant l'acte. Nous l'avons ouvert dans le bureau. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, épais, ivoire. L'écriture m'a immédiatement semblé étrange, inclinée, inégale, différente des menaces soigneusement imprimées. Poirot le lut à haute voix. « Monsieur Poirot, si cela vous parvient, c'est que je suis allé trop loin. Je ne sais pas ce que je vais faire, seulement que je suis arrivé à bout de force. Je n'arrive pas à dormir, je ne peux pas pardonner, mais je n'ai plus confiance en moi. » Les frontières entre justice et vengeance s'estompent chaque jour davantage. Je me souviens de son rire, de la façon dont elle fredonnait dans le jardin. Et maintenant, tout ce que j'entends, c'est le bruit de sa chute. Pardonne-moi, je n'ai jamais eu l'intention de devenir lui. J. Poirot plia soigneusement la lettre et la replaça dans l'enveloppe. « C'est écrit de la main gauche », dit-il doucement. J'ai froncé les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Pour prendre ses distances, » répondit Poirot. « Créer une séparation. Parler comme la moitié d'une âme divisée. » Il posa délicatement la lettre sur la table.
Il a demandé pardon, dis-je doucement. Poirot regarda par la fenêtre, et il le pensait vraiment. Ce soir-là, Poirot et moi étions sur la terrasse avant du manoir, l'odeur de l'herbe mouillée et des lilas fanés pesant dans l'air. Les agents étaient partis. La famille s'était dispersée. Seul le silence restait, plus épais maintenant, presque respectueux. J'ai allumé une pipe et j'ai jeté un coup d'œil à Poirot. Vous avez résolu des meurtres dans des compartiments de train, des loges d'opéra, des auberges de la lande, mais celui-ci semblait différent. Poirot ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient fixés sur les collines lointaines, leurs contours adoucis dans la brume. « Oui, Hastings, » dit-il finalement. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre passionné ou cupide. C'était un meurtre né de la plus profonde des blessures, un cœur ouvert, scellé par le silence. Il se tourna vers moi, le visage solennel. « Vous voyez, mon ami, nous nous préoccupons si souvent des pièces fermées à clé. Mais les serrures les plus dangereuses ne sont pas faites de bois et de fer. Ce sont celles placées sur le cœur. Elles emprisonnent la douleur, les regrets et la mémoire. Et un jour, quand il n'y a plus d'espace à l'intérieur, quelque chose doit se briser. » Je suis resté silencieux pendant un long moment. « Et l'évêque ?» j'ai demandé. Poirot eut un léger sourire. Une pièce a bougé une fois, puis cachée pendant 10 ans. Un mouvement oublié de tous, sauf un. Il se tapota légèrement la tempe. Il n'a jamais été question du jeu, Hastings. Il s'agissait de ce qui restait non joué. La dernière brise remuait l'échiquier du bureau. Poirot regarda une fois de plus. Les plus grands mystères, dit-il doucement, ne se trouvaient dans des pièces fermées à clé, mais dans des cœurs fermés à clé. Ainsi, la vérité, cachée pendant une décennie derrière le silence et le chagrin, est apparue, au grand jour, non pas par la force, mais par la force. Petite cellule grise. Pour Hercule Poirot, le crime n'a jamais été une question de poison, de lettres ou de pièces d'échecs. Il s'agissait de émotions supprimées, justice déformée, et un esprit partagé entre la culpabilité et le chagrin. « Tu vois, mon ami, » dit Poirot, ajustant ses poignets tandis que le vent remuait les dernières pages de l'affaire. « Ce n'est pas toujours l'indice évident qui résout le mystère, mais le cœur humain, si souvent sous-estimé, qui révèle finalement la vérité. » J'ai jeté un coup d'œil à l'évêque sur le manteau, puis je suis revenu à Poirot. « Bien, » j'ai dit. « Au moins, la prochaine fois que nous nous asseyons pour une partie d'échecs, j'y réfléchirai à 2 fois avant de prendre le fou. Selon vous, quel était le moment réel quand Poirot a su que James était le meurtrier? Était-ce l'évêque disparu ou quelque chose de plus profond? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce mystère classique d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de partager et s'abonner sur notre chaîne. Votre soutien nous aide à donner vie chaque semaine à encore plus d'histoires passionnantes d'Agatha Christie et au génie de Poirot. Et rappelez-vous, d'autres crimes astucieux et des déductions intelligentes approchent à grands pas